Bien. Alors, bonjour tout le monde, et bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue à nos étudiants, bienvenue aux membres de la direction, bienvenue aux membres de la communauté, et bien entendu, et bien sûr, bienvenue à nos conférenciers. Alors, je vous remercie énormément d'être présents parmi nous et d'avoir répondu largement à cette invitation. C'est une première. Nous allons travailler pour la perfectionner. Nous avons des objectifs et nous allons travailler fort pour les atteindre. Merci à tous les étudiants et étudiantes qui ont participé à cet événement. Je vous félicite au nom de la section informatique, au nom du département. Et puis, je pense, sans me tromper, joindre la direction aussi pour le travail que vous avez fait, la qualité de votre travail et surtout pour votre implication. Un gros merci à nos conférenciers qui ont répondu favorablement à notre invitation et des fois dans des délais très serrés. Nous en sommes très conscients. On vous remercie vivement. Des conférenciers de grande qualité, vous allez le voir à travers les présentations qu'ils ont préparées, abordant, je dirais, de mon point de vue, des facettes très importantes, cruciales, de sujets très complexes, d'actualité et surtout d'avenir. Alors, merci encore une fois. Peut-être, si vous me le permettez, un merci particulier au troisième conférencier qui est en fait un de nos anciens étudiants. Et vous comprendrez parfaitement le pourquoi de cette invitation. Alors, quelque part, si j'ai un message à passer, entre autres et essentiellement pour les étudiants, vous allez avoir devant vous un bel exemple de réussite. C'est un exemple dont nous sommes très, très fiers. Je suis très, très fier de Bertrand. Puis vous allez voir l'aventure dans laquelle il a décidé de s'embarquer. C'est une belle aventure qui demande évidemment une formation solide. Et en toute humilité, nous avons cette formation. Il y a peut-être des choses à améliorer, c'est normal. Nous travaillons pour. Nous sommes dans un domaine qui évolue très, très vite. Il faut qu'on évolue très, très vite aussi avec ces domaines-là ou les problématiques qui sont appelées ou qu'on est appelé à faire face. Alors, vous êtes capable de faire la même chose. J'espère qu'il va vous inspirer. Avec ce qu'il va présenter, ça demande une bonne dose d'audace et peut-être un petit grain de folie aussi. Okay? Peut-être je rajouterai une campagne ou une complice spéciale, c'est possible. Alors, merci à nos 3 conférenciers. Et je pense que je vais arrêter là parce que je vais vous remercier 40 fois. Là. Alors, merci aux membres de la direction qui sont présents parmi nous et qui ont manifesté ou qui ne le sont pas, qui vont l'être ou qui ont manifesté leur intérêt via des messages qu'on a reçus, des courriels. Alors, un gros merci. Votre présence nous encourage fortement. On s'attend aussi à votre appui. Alors, je terminerai par remercier aussi tous ceux et toutes celles qui ont contribué à l'organisation de cet événement, que j'espère une réussite. Et comme je vous l'ai déjà dit, c'est une première que nous allons perfectionner et à laquelle nous allons intégrer d'autres formules que nous avons déjà commencé à discuter. Alors maintenant, je vais laisser mon collègue François Meunier pour vous présenter le reste du programme, sachant que la première partie, ça a été affiche, évaluation d'abord interne. Les affiches vont rester là. Les étudiants, en principe, vont rester là aussi. On a eu fait de présence. Alors, François. Alors, merci encore une fois et je vous souhaite de bonnes conférences.
ne me présenterai pas, là, mais je vais quand même le faire. François Meunier, j'ai mis pour l'occasion mes belles lunettes roses. Donc, si on poursuit à partir de la présentation qui est faite ici, je ne sais pas si l'horaire est exactement 17h10, mais théoriquement, là, on devrait, après le mot de bienvenue, on va avoir une conférence qui va être présentée par M. Yvan Foster, qui va être notre conférencier 1. La deuxième conférence sera présentée par Charles-André Hott. Excusez, c'est l'émotion. Charles-André Hott qui va faire la présentation de la deuxième conférence. Puis le troisième, je n'ai jamais entendu parler de lui. Non, c'est un de nos anciens étudiants, effectivement, et je ne le remercierai pas parce que ça a déjà été fait. Notre étudiant Bertrand Gauvreau. Alors, par la suite, chacune des présentations aura un format, grosso modo, c'est une demi-heure avec quelques petites questions à la fin. Puis je suis très content parce que je vais pouvoir, on a 2 conférenciers en un, en fait. M. Yvan Foster est accompagné de Watson. Donc ça, c'est très intéressant. Alors une demi-heure chacune et les 3 blocs d'une demi-heure. Par la suite, on aura une remise de prix parce que je ne parlais pas par rapport, vous voyez, je ne suis pas très média, disons. Alors, les résultats du concours d'affiches seront présentés. Alors, les remises de prix seront faites. 3 prix qui seront présentés à 18h40 et une allocution, je dirais, de fermeture ensuite. Alors, si on regarde, je vais vous présenter un petit résumé des bios des différents présentateurs, des conférenciers. Alors, c'est sûr que je vais essayer de me... Alors, c'était sous format. Bon, et sans... Monsieur, la première conférence va être faite par M. Yvan Foster, qui est directeur du développement des affaires, secteur santé et sciences de la vie. Chez IBM, je présume. Il est venu accompagné de Watson, donc effectivement, il vient de chez IBM. M. Foster est directeur du développement des affaires pour le secteur de la santé et des sciences de la vie chez IBM Canada, bien, voyez-vous. Il fait partie d'une équipe pan-canadienne et est basé à Québec. Il œuvre dans le domaine des technologies de l'information et des télécommunications depuis plus de 33 ans. Alors, c'est en 1998 qu'il a orienté sa carrière dans le domaine de la santé et des sciences de la vie, d'abord à titre de spécialiste technologique, puis ensuite architecte et consultant pour la conception et la mise en marché de solutions TI pour le domaine de la santé. Il est associé à la conception et la mise en place de plusieurs projets d'infrastructure reliés au dossier de la santé, au dossier Santé Québec de DSQ. Depuis 2011, il a concentré ses activités autour de solutions innovantes reliées au domaine de l'analytique, de la mobilité, de l'Internet des objets ainsi que de l'informatique cognitive. Donc, accueillons M. Yvan Foster. Est-elle déjà ici? Oui, il l'a mis sur une clé USB. C'est celle-ci. Ah, c'est ça. Excellent. 5. Oui, mais c'est ça. Super. Ça fonctionne. Vous m'entendez? Bon, excellent. Merci. Alors, merci pour l'invitation. C'est très apprécié. Alors, vous avez vu que je ne suis pas vraiment jeune. 33 ans chez IBM, ça fait beaucoup de temps. En commençant, j'aimerais vous dire qu'au début de ma carrière, je n'aurais jamais pensé faire des présentations dans le domaine de l'informatique parce que à l'époque, il y a 33 ans, on n'avait pas de laptop. Vous devez vous en douter. Je travaillais avec des cartes Fortran, puis ça me puait au nez. Je me disais jamais j'irai en informatique. J'étais en génie électrique à l'époque. Je m'étais dit jamais j'irai en informatique. Je me suis retrouvé chez IBM par la force des choses et me voici aujourd'hui. Mais je vous envie parce que vous êtes dans une période présentement
ou est-ce que les nouvelles technologies vont vous permettre d'utiliser votre créativité pour bâtir des choses tout à fait extraordinaires? Et c'est ce dont on va traiter aujourd'hui. Moi, je suis, comme vous l'avez vu, ça fait longtemps que je travaille dans le domaine de la santé. Alors, c'est un domaine, bien entendu, qui m'intéresse beaucoup. Vous allez voir qu'il y a une partie de la présentation que je vais faire sur l'intelligence artificielle qui porte sur le domaine de la santé, mais j'ai couvert aussi d'autres domaines, d'autres industries. Alors, ça va vous donner des idées de ce qui peut être fait dans le domaine. Ça ici. Est-ce qu'on va y aller avec ça? Bon. Alors, je vais aborder quelques sujets avant de commencer à parler de l'intelligence artificielle. Premièrement, l'Internet des objets. Pour quelle raison? Parce qu'on veut parler aussi de Big Data, ce qui a déclenché. En fait, l'intelligence artificielle est beaucoup reliée à ce qu'on appelle le Big Data. Et l'Internet of Things est intimement relié à Big Data, donc intimement relié à l'intelligence artificielle. Alors, on voit ici différentes composantes qui contribuent à générer des données et qui font partie de ce qu'on appelle les devices qui contribuent à ce qu'on appelle l'Internet of Things. Alors, c'était très connu, comme vous le savez, dans le milieu industriel, toutes sortes de sensors pour les machines, mais vous allez voir aussi que dans le domaine de la santé, on commence à s'en servir sérieusement. Par contre, je voudrais dire que le mot « big » n'exprime pas réellement la réalité. Hein, big, ça veut dire qu'il y a beaucoup de données qui sont générées, mais ce dont on devrait se soucier le plus, c'est toutes les sortes de données qui sont générées aujourd'hui. Et en fait, pour quelle raison? Parce que 80% de ces données-là sont non structurées. C'est sûr que vous êtes familier avec les bases de données, vous avez appris à travailler avec ça. Et c'est ce qu'on appelle les données structurées. C'est ce qui permet à un système informatique de bien travailler, de savoir où sont classées les informations, où aller les chercher, où aller les stocker, etc. Le défi qu'on s'est lancé quand on a développé en fait des solutions cognitives, c'est d'être capable de permettre à ces systèmes informatiques-là d'adresser les informations de la même façon qu'un humain le faisait. Donc, pas être limité uniquement à des données structurelles. Alors, ce qu'on voit, c'est que 80% de ces données-là, ce sont des fichiers texte, ça peut être de l'imagerie, ça peut être des films, ça peut être de la musique, tout genre d'informations qui peut être disponible en format numérique et qui pourrait être analysé par un système informatique. Alors, les systèmes cognitifs, comme les humains, maintenant, savent tenir compte du contexte, savent combler les écarts, savent résoudre l'ambiguïté et l'incertitude et savent interpréter correctement le langage. C'est-à-dire que vous avez sûrement entendu parler de Watson qui a gagné à Jeopardy, puis là, on va arrêter d'en parler de tout ça parce que ce n'est pas ça, Watson. Mais ce qui est intéressant quand on considère tout ça, ceux qui sont familiers avec le jeu Jeopardy, la façon dont les phrases sont formulées, c'est très nébuleux. Okay? Il essaie et même tordu. De façon, autrement dit, il faut se forcer pour comprendre qu'est-ce qu'ils veulent dire. Normalement, un ordinateur n'est pas capable de faire ça. Il est capable d'aller chercher des mots-clés, mais il n'est pas capable de combler les écarts comme on l'inscrit ici. C'est ce qu'on a accompli avec le système Watson. C'est ce que d'autres compagnies aussi, comme Google, comme Microsoft, travaillent eux aussi sur des systèmes similaires. Et c'est ce qu'on fait avec l'informatique cognitive. Pour en revenir à Watson, on est rendu à un taux de lecture de pages, de texte, de 800 millions par seconde. Alors, on va voir tout à l'heure que le travail de moine qu'on faisait faire à des humains, maintenant, peut être fait par des systèmes informatiques. Alors, les humains, on sait qu'ils excellent à résoudre des dilemmes, appliquer la morale, avoir de la compassion, etc. Les systèmes cognitifs, quant à eux, sont très bons dans le langage naturel, l'identification des modèles, ce qu'on appelle les patterns, la localisation des connaissances, l'apprentissage machine, etc. Pourquoi est-ce qu'on a cet acétate-là? C'est pour faire la différence entre les deux et démontrer que c'est complémentaire. Parce qu'il y a beaucoup, vous avez entendu parler de discussions que les machines allaient remplacer l'humain. Ce n'est pas le but. Le but, c'est vous avez vu le terme IA ou
intelligence artificielle. Nous, on appelle ça intelligence augmentée. Pourquoi? Parce qu'on vient appuyer à l'aide d'un système informatique l'intelligence des humains. Et de quelle façon on utilise ça? Alors, c'est un petit graphique, ça, que j'ai bâti. J'essayais de m'expliquer, avec tous les concepts qu'on connaît, comment est-ce qu'on peut exploiter les systèmes d'intelligence artificielle. Alors, ce qu'on fait typiquement, c'est qu'on dit, on va faire l'acquisition de la connaissance, alors pas juste de données, mais comme on le disait tout à l'heure, d'informations qui proviennent de livres, de parutions scientifiques, etc. Alors, on va se servir de la rapidité du système d'intelligence artificielle pour faire cette acquisition-là. Le système d'intelligence artificielle doit être capable aussi de faire de l'apprentissage et du raisonnement. Alors, lorsqu'on développe un système comme ça, contrairement au système que vous connaissez, où est-ce qu'on développe et qu'on code, alors le système d'intelligence artificielle, il y a une grosse composante d'apprentissage. Alors, on ne les code pas nécessairement, on lui apprend comme on développe un étudiant. Alors, quand vous arrivez à l'université, on vous fournit un paquet de livres, on vous dit, débrouillez-vous avec ça, puis là, le professeur corrige le tir à un moment donné, quand il vous donne des devoirs. Avec Watson, c'est exactement la même chose. Et qu'est-ce qu'on veut accomplir? On veut être capable d'avoir une réplication de la compétence. C'est-à-dire que, par exemple, si dans le domaine médical, on prend des gens qui vont former un ordinateur qui va être un outil d'aide à la décision pour l'ensemble de la communauté médicale. Alors, on va prendre les meilleurs éléments qu'on a dans notre équipe, par exemple en oncologie. On va former Watson et après ça, on va permettre à tout le monde d'utiliser le système. Alors, autrement dit, on va former des clones de nos meilleurs éléments dans notre équipe. Alors, c'est la façon dont on veut utiliser l'intelligence artificielle. Alors, le développement de Watson à travers le temps, rapidement, 2006 à 2010, on a 13 laboratoires à travers le monde. Il y a un chercheur, à un moment donné, qui est allé, aussi bête que ça, et c'est véridique, qui est allé dans un pub à la fin de la journée prendre une bière avec ses collègues, et il a vu Jeopardy qui jouait sur la TV dans le coin, puis il a eu une idée, il a dit « Demain, je soumets ça à mon patron ». Alors, il faut croire qu'il a bien vendu son idée. Il s'est fait octroyer un budget, 4 ans pour travailler sur le projet avec 12 travailleurs, et ils sont arrivés. Et 4 ans après, il y a eu le Challenge Jeopardy. Et là, les premiers qui ont levé la main, qui ont dit on a de l'intérêt pour ça, c'est les gens du domaine de la santé. Pourquoi, encore une fois? Parce qu'il y a un grand besoin, il y a beaucoup de nouvelles connaissances qui sont développées à chaque jour, et c'est impossible pour les médecins d'avoir toutes ces connaissances-là. Alors, ils se sont dit, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser un système qui nous permettrait de résoudre ce problème-là? Et finalement, on a développé la division Watson à partir de 2014. Alors, Watson, aujourd'hui, applique l'intelligence artificielle à toutes les industries. Puis, il y a un spin-off de la compagnie Watson qui s'appelle maintenant Watson Health, qui est à Cambridge. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a annoncé un partenariat avec le MIT, qui est aussi à Cambridge, dans la région de Boston, pour développer encore plus rapidement les solutions d'intelligence artificielle. Alors, si on s'en tient au domaine de la santé, pour vous montrer la quantité d'informations qu'une personne va générer dans sa vie, alors, vous voyez, les informations cliniques sont seulement 10 %. Alors, quand il y a un résultat de laboratoire qui sort, qui sont des données structurées, si vous accédez au dossier du patient, dans une vie, ça va contribuer à 10 % des données qui vont être générées. Mais il y a maintenant des nouvelles technologies, vous le savez, des nouvelles sciences, comme par exemple tout ce qui s'appelle la génomique, la protéomique, etc., qui va générer encore plus de données. Les médecins ne sont pas équipés pour traiter ça aujourd'hui. Alors, on va avoir besoin de systèmes qui vont pouvoir comptabiliser, compiler les informations pour les médecins. Je vous parlais tantôt de Internet of Things. Alors, dans 3-4 ans, vous allez voir des solutions comme ça qui vont sortir. Je suis en train de travailler sur des projets pour la population vieillissante. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Des détecteurs dans les maisons pour les personnes âgées, des détecteurs cliniques qui vont prendre, par exemple, le pouls, le taux de sucre dans le sang, etc. Le but de tout ça, c'est de garder les personnes âgées le plus longtemps à la maison. On sait tous, quand on vit dans notre milieu, on vit plus longtemps, on vit mieux, etc. Et pour le système de santé, mais ça va donner un coup de main parce qu'on sait les coûts que ça engendre. Alors,
on parlait de big data, mais il faut parler aussi de big information. Alors, je vous le mentionnais tout à l'heure, les médecins sont pris présentement avec un dilemme, c'est-à-dire que la somme de connaissances qui est générée à tous les jours est tellement grande que pour un médecin spécialiste dans un domaine particulier, il devrait lire 29 heures par jour pour être capable de se garder à jour dans son domaine. Ça, c'est juste en supposant qu'il est capable de se rappeler de tout ce qu'il a lu. Et lorsqu'il voit un patient, il faut qu'il se rappelle quel est le papier pertinent qu'il a lu. Ça peut être un papier qu'il a lu il y a 2 ans, ça peut être un papier qu'il a lu il y a 1 semaine. Et il faut qu'il soit capable d'appliquer aussi ses connaissances en fonction du cas du patient. Alors, je vous montre ici une application qui a été développée avec le Memorial Sloan Kettering aux États-Unis, qui sont spécialisés dans le domaine du cancer. Ils ont une renommée mondiale. Et ils ont approché IBM pour leur demander est-ce qu'on peut développer un Watson for Oncology. Alors, c'est un Oncology Advisor. Alors, vous savez que le domaine de l'oncologie, c'est extrêmement complexe. Et il y a 10 000 papiers qui sont publiés par mois juste dans le domaine de l'oncologie. Alors, ce que le système fait, c'est qu'il prend les informations qui proviennent du système d'information clinique de l'hôpital, va prendre le dossier du patient, va amener les paramètres qui sont pertinents, et après ça, va aller fouiller dans toute la littérature qui a été fournie par les spécialistes de Sloan Kettering, ceux qui ont entraîné Watson. Alors, ces spécialistes-là, ce qu'ils ont fait, ils ont soumis 1500 cas à Watson et ont demandé à Watson de résoudre les cas et de fournir le meilleur traitement possible pour les patients, en sachant que le traitement avait été positif pour ces patients-là. Et les spécialistes corrigeaient le tir lorsque Watson ne s'en allait pas dans la bonne direction. Alors, ce qui est intéressant avec ça, c'est que aussitôt qu'il y a un nouveau papier qui est publié, un papier de recherche qui va parler d'un nouveau médicament ou d'un nouveau traitement, c'est disponible pour Watson, la journée même. Alors, ça veut dire qu'une patiente pour laquelle on suggère un traitement une semaine, pourrait revenir une semaine après, on resoumet le cas à Watson et pourrait nous arriver avec une autre suggestion. Okay? Alors ça, c'est un exemple dans le domaine de la santé. Un autre exemple, glioblastomes, cancer du cerveau, généralement mortel, 1 an normalement d'espérance de vie pour les patients. Alors ce que vous voyez ici, c'est une espèce de carte géographique de la possibilité d'évolution du cancer. Okay? Alors des mutations, autrement dit. Alors, ce qu'ils font présentement, ça, c'est une collaboration avec le Centre de génomique de New York. Alors, ça prend 3 experts cliniques qui vont faire une biopsie du cancer du patient et vont développer cette carte-là. 3 experts pendant 3 à 4 semaines. Alors, vous imaginez l'énergie que ça prend pour développer ça. Alors, ils utilisent maintenant Watson et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils développent la carte, mais aussi ils doivent trouver quels sont les... si, par exemple, la maladie migre vers une mutation quelconque, est-ce qu'il y a un médicament qui existe pour être capable de l'appliquer? Alors, aujourd'hui, Watson fait ça en dedans de quelques minutes. Alors, beaucoup de temps de sauver. Un autre exemple, le gène P53 se retrouve dans 80% des cancers. Alors, il y a beaucoup de focus qui est mis sur la recherche du gène P53 et ce sont des protéines qui s'appellent des kinases qui activent ce gène-là. Alors, les chercheurs, eux, ce qu'ils font, ils fouillent dans les papiers qui sont publiés par leurs pairs. Et là, ils regardent des traces où est-ce qu'ils entendent parler du gène P53, puis à un moment donné, ils vont voir le nom d'un kinase. Mais ça veut dire qu'il faut qu'ils lisent des centaines et des centaines de papiers à chaque année, compilent les informations, et à un moment donné, arrivent et se disent « ça fait 30 fois que je vois parler de ce kinase-là avec le gène P53. J'ai peut-être une piste là. Je vais lancer ma recherche puis je vais valider si réellement il y a une influence sur le gène P53. » Tout ça pour vous dire que de 2000 à 2014, une équipe complète a pris 14 ans à trouver 10 kinases. Alors, ils ont demandé est-ce qu'on pourrait utiliser Watson pour lire ces papiers-là à notre place. Parce que vous comprenez que 75% de leur job, c'est lire des papiers. Mais en fait, c'est des chercheurs qui devraient utiliser leur intelligence à autre chose que ça. Alors, ils ont entraîné Watson pour lire les papiers et pour aller retirer l'information qui était utile. Ils ont retiré, pour valider si la solution fonctionnait, ils ont retiré tous les papiers scientifiques qui avaient été publiés de 2000 à 2014 et ils ont laissé uniquement les papiers qui avaient été publiés avant 2000.
Ils ont démarré Watson, l'ont fait travailler pendant une semaine. Watson a trouvé les 10 kinases qui avaient été trouvées durant les 14 dernières années, plus 3 additionnels. Alors, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est qu'il n'y a rien de magique derrière tout ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on utilise, c'est un excellent exemple de comment on utilise l'intelligence artificielle pour faire des choses où est-ce que nous, les humains, on est limités. Lire beaucoup de papier, colliger l'information et tout ça, on n'est pas très bon là-dedans. Nous, on est bon, si vous vous rappelez l'acétate du début, dans l'imagination, la créativité, etc. Alors, pourquoi pas faire à des systèmes informatiques des choses qui sont pénibles, le travail de moine, et nous se consacrer sur la créativité. Imagerie médicale, même chose. On entraîne Watson à lire des images et à savoir où sont les problèmes. Alors, on va soumettre ces images-là au radiologiste. Le radiologiste va toujours être là, mais le problème avec les radiologistes, après 4 heures qu'ils lisent des images, à un moment donné, il y a un phénomène qui s'appelle eye fatigue. Ils ne sont plus capables. Alors, ils en échappent. Un système comme ça, bien, il n'en échappera pas. Il va amener à l'attention du radiologiste là où il pense qu'il y a un problème. En dermatologie, très important, vous êtes capable maintenant, aujourd'hui, de prendre votre iPhone avec une petite caméra qui se rajoute, prenez une photo, vous envoyez à Watson, puis il va vous dire il y a 95% des chances que ce n'est pas cancéreux. Alors, vous n'avez pas à vous inquiéter. Ça prend 1 an et demi aujourd'hui à Montréal, avoir rendez-vous avec un dermatologue. Imaginez-vous le temps qu'on peut sauver en utilisant des solutions comme ça. Je vais passer rapidement parce que... combien est-ce qu'il me reste de temps? Vous regardez? Oui, parfait. Alors, je vais sortir du domaine de la santé. Juste revenir là-dessus. Une compagnie pharmaceutique qui développe, c'est une des plus grosses pharmaceutiques au monde. Vous n'avez jamais entendu parler du nom, ils sont en arrière de plusieurs produits. Eux, ils travaillent présentement à développer des produits avec IBM pour dire, je vais utiliser, par exemple, la météo pour prévoir que les gens qui sont asthmatiques vont avoir des problèmes. Alors, on a acheté une grosse compagnie qui s'appelle The Weather Network. On utilise ces données-là qu'on revend à nos clients pour leur dire, OK, maintenant, quand vous développez vos applications, tenez compte de ça. Autant par exemple, dans la vente d'articles pour les magasins que dans le domaine de la santé. Alors, par exemple, dans la région de Vancouver, ils vont développer des applications qui vont dire, OK, dans cette région-là, aujourd'hui, on va avoir beaucoup de fog. Tous les gens qui font de l'asthme et qu'on connaît parce qu'ils sont nos clients, on va leur envoyer un petit message pour les prévenir qu'ils vont avoir un problème. Okay? GM qui fait aussi un partenariat avec Watson. Alors, vous avez entendu parler de OnStar qui existe depuis longtemps avec GM, mais maintenant, ils vont utiliser l'intelligence artificielle pour aller chercher d'autres informations et fournir plus d'informations. OnStar était utilisé juste quand vous étiez mal pris, mais là, il va être utilisé pour vous aider. Par exemple, pour dire, il va utiliser la position de la personne dans son auto pour dire, il y a du trafic, passez à tel ou tel endroit. Ou ce matin, allez pas chercher, le système va savoir que la personne va chercher son café au Starbucks à tel endroit chaque matin. Allez-y pas ce matin, il y a du trafic, etc. Ou il va y avoir une tempête. Alors, toutes ces choses-là qui nous paraissent complexes aujourd'hui vont devenir triviales dans un avenir rapproché. Watson Trend, c'est une application qui a été développée il y a 2 ans, dans le temps des fêtes, et qui permettait, et là, si j'avais eu plus de temps, je vous aurais fait des démonstrations live, mais ce que ça fait, c'est que ça montre quelles sont les tendances. Alors, par exemple, dans le temps de Noël, ça permettait de savoir quels étaient les jeux les plus populaires. Là, on se pose la question, on se dit, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans? On regarde combien il y a de ventes qui a été faites pour tel produit, puis on compile tout ça. Mais ce n'est pas comme ça que Watson a trouvé l'information. Watson est allé sur les réseaux sociaux, comme Twitter, comme Facebook, etc. Est allé chercher les commentaires, a lu les textes et a été capable de voir l'intérêt qu'il y avait pour les différents produits. Et ça, c'est autant pour le domaine technologique, les jouets, la santé, etc. Alors, c'est maintenant du real-time. Ce n'est pas les ventes qui ont été relevées il y a 1 mois, c'est du real-time. C'est de ça que les gens parlent aujourd'hui. Okay? Alors, par exemple, si je regarde celui qui était coté le plus haut, le Lego Star Wars, alors j'ai une histoire derrière tout ça. Ils ont compilé les commentaires puis ils nous donnent une idée de pourquoi c'est intéressant. Les variations dans les discussions et la prédiction,
la ligne rouge à la fin, la prédiction pour l'intérêt de ce produit-là dans les prochains jours ou les prochains mois. Pourquoi c'est intéressant? Bien, pour les gens qui vendent des produits, pour aller en chercher plus parce qu'ils disent qu'il va y avoir beaucoup de ventes. Ou encore, si vous êtes un parent et vous dites « je veux l'avoir, le Lego », vous allez vous dépêcher d'aller le chercher. Dans le domaine du cooking, alors, il y a une des personnes de l'équipe Watson qui était un apprenti chef. Alors, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé Watson, il s'est monté une bibliothèque de livres de recettes. Il a entraîné Watson un peu et maintenant, vous pouvez aller sur Internet. Si vous faites Chef Watson, vous allez pouvoir utiliser online un système qui va vous permettre de sélectionner certains ingrédients. Si vous avez, par exemple, vous allez dans votre réfrigérateur, vous dites « j'ai du thon, j'ai du piment, j'ai telle affaire », vous pouvez sélectionner ça et lui dire, bien, je veux faire une recette, par exemple, japonaise, épicée avec telle chose. Alors, Watson va compiler tout ça, il va vous suggérer quelque chose. Et ce n'est pas nécessairement des choses qu'il a pris dans les livres de recettes qui sont en arrière-plan. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a appris que tel goût fonctionnait bien avec telle autre saveur. Alors, il est capable de composer et d'inventer des choses. On fait aussi un pilote présentement avec The North Face, la compagnie The North Face. Alors, quel est le problème aujourd'hui si vous allez, vous savez qu'il y a beaucoup de ventes qui se font sur les sites Internet de plusieurs magasins, mais quand vous faites affaire avec The North Face ou n'importe quelle autre compagnie sportive, quel est le problème? C'est que vous allez sur le système et là, vous dites, par exemple, vous allez faire une promenade, par exemple, je ne sais pas moi, sur le mont Everest. Et là, vous dites, je vais m'acheter un manteau, je vais m'acheter une tente, je vais m'acheter, différentes choses. Vous allez sur le site et là, vous allez dans manteau et là, vous allez avoir 150 produits. Vous allez devoir passer à travers chacun des produits pour savoir quelles sont les caractéristiques, etc. Alors, ce qu'ils ont fait avec Watson, ils ont dit, on voudrait que les gens soient capables de converser avec le système comme si c'était un expert à qui il parlait au magasin. Alors, vous allez sur le système, vous spécifiez où est-ce que vous allez, mais de la même façon, pas de façon codée, de la même façon que vous discuteriez avec le spécialiste. Et Watson va vous revenir, va sélectionner les 2 ou 3 manteaux qui conviennent au type d'expédition que vous allez faire. Et ça, si vous faites The North Face et Watson, vous pouvez aller sur le système et le tester. Vous allez voir de quelle façon. C'est limité présentement, c'est simplement pour des jackets, mais c'est un pilote. Mais vous allez voir quand même l'idée derrière tout ça. Qu'est-ce qui est très populaire présentement quand on parle d'intelligence artificielle et que vous voulez développer un système? Ce sont ce qu'on appelle les chatbots. Okay? Alors, discuter avec des gens, sauver du temps ou développer des applications qui vont permettre de faire croire à l'interlocuteur qui parle à une personne ou un agent. Alors, on a un Watson Virtual Agent qui est quelque chose déjà de développer à 75 % que vous allez personnaliser pour votre compagnie et qui va permettre d'intercepter les appels. C'est la nouvelle version des anciennes machines là, qu'on appelait, j'oublie le terme, là, mais les répondeurs qui vous disent pesez sur le 1, pesez sur le 3 pour aller à tel endroit. Mais là, vous avez l'impression que vous parlez à une vraie personne. Hein? Et le système, bien entendu, a une certaine limite. Quand on va voir qu'à un moment donné, ça déborde la compétence du chatbot, on va le transférer à une vraie personne, mais on est capable de traiter une quantité d'appels effarante en utilisant les chatbots. On utilise un robot comme ça qui s'appelle Pepper, qui a été développé par une autre compagnie, ce n'est pas IBM, mais derrière Pepper, il y a un chatbot et c'est utilisé par différentes compagnies, par exemple des banques et des hôtels, pour jouer, par exemple, le rôle de concierge. Vous arrivez à Hong Kong, par exemple, et le système Watson a toute l'information sur la ville de Hong Kong et quelqu'un peut dire quel est le meilleur restaurant de sushi, par exemple, où je voudrais aller manger du steak, où je voudrais aller au cinéma. Alors, c'est réellement Watson en arrière-plan qui va fouiller dans la liste d'informations et la fournir à l'interlocuteur. Je vais passer rapidement là-dessus.
Georgia Tech, qui forme des étudiants, 300 étudiants, juste dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et il y avait une espèce de base d'informations où les étudiants pouvaient envoyer leurs questions. Ils étaient rendus environ à 10 000 messages dans le forum en ligne, générés par les étudiants. Je ne sais pas si vous posiez autant de questions à vos professeurs, mais il semble qu'eux autres, peut-être qu'ils ne comprenaient pas ce qu'ils leur enseignaient, c'est possible. Bref, ils étaient incapables, il y avait 10 chargés de cours, ils étaient incapables de répondre à toutes les questions. Ils ont implanté un chatbot en utilisant Watson et la plupart des étudiants ne savent même pas qu'ils parlent un chatbot. Ils se font répondre leurs questions de façon beaucoup plus rapide. Des jouets pour les enfants, Cognitoy, vous pouvez aller sur Internet, vous allez voir, ils ont fait des merveilles avec ça. Base de données en arrière qui permet d'échanger avec les enfants je crois que ça vaut environ 150 à 200 $. Présentement, c'est juste anglophone, ça porte juste l'anglais. Mais si vos enfants parlent l'anglais, c'est super intéressant. C'est branché sur le Wi-Fi. Vos enfants, la première fois qu'ils le reçoivent, disent leur nom, leur grandeur, etc., où ils vont à l'école. Et le système, c'est un système d'intelligence artificielle. Il apprend, il retient ce qu'on lui dit. Et quand l'enfant va revenir de l'école, il va pouvoir lui demander comment a été ta journée, est-ce que tu as grandi, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui à l'école. L'enfant peut poser des questions, par exemple, quelle est la distance de la Terre à la Lune, et le système va lui répondre. C'est assez extraordinaire. Une autre application où est-ce qu'il y a beaucoup de documentation disponible, le domaine légal. Vous avez déjà vu des films où est-ce que dans les grandes causes légales, à un moment donné, ils envoyaient tous les juniors dans la bibliothèque. Ils leur disaient, là, vous allez me trouver de la jurisprudence sur un cas similaire. Puis là, ils travaillaient pendant 2 mois de temps juste à lire des livres. Maintenant, ils font faire ça par un système. La personne qui a fait ça, c'est un gars qui est en informatique, qui devait s'en aller dans le domaine légal, mais quand il a appris que le tiers de son temps, il passerait à faire de la recherche, il a dit, je ne fais pas ça. Puis un coup qu'il a travaillé en informatique, il a dit, je vais utiliser l'intelligence artificielle pour aider les gens qui ont décidé de s'en aller du côté légal. On développe une application à l'interne. C'est un concours que notre CEO a lancé et qui va permettre aux teenagers de parler à un système avec leur téléphone mobile quand ils subissent du harcèlement ou quand ils sont découragés. Alors, vous savez qu'ils passent beaucoup de temps, les adolescents, sur les téléphones. Alors, plutôt que s'ils sont gênés de parler à une personne, ils vont pouvoir parler à Watson. Et Watson va pouvoir échanger en utilisant des phrases comme vous voyez ici. Et le système va pouvoir détecter dans le type d'échange qu'il a avec l'enfant, à savoir quel est son état d'esprit, est-ce qu'il est dépressif, est-ce qu'il est suicidaire, etc. Et dans le cas des cas extrêmes, va pouvoir rediriger l'appel vers un intervenant. Okay. Il y a, dans le domaine de la musique, il y a quelqu'un qui a fait des succès aux États-Unis, qui développe des chansons, a utilisé Watson pour aller chercher, a fait lire à Watson les meilleurs succès durant les 4-5 dernières années et a demandé à Watson de l'aider à développer une chanson qui serait un succès. Alors, c'est monté jusqu'au 5e rang du Billboard. Alors, je vais terminer, 2-3 minutes encore. Ce qu'on a fait, et j'étais très content parce qu'à l'époque, IBM avait fait une très grosse gaffe. On avait développé un système qui s'appelait OS2. Et il y avait à l'époque Windows de Microsoft. C'était un système, les deux étaient des systèmes multitasking. À l'époque, OS2 était plus avancé que Windows. Mais c'est Windows qui a gagné parce qu'ils ont eu la brillante idée de laisser le système de développement ouvert pour que les gens puissent y avoir accès et développent par défaut des applications sur Windows. IBM était habitué avec des mainframes, voulait tout garder pour lui puis développer à l'interne. Et on sait qu'est-ce qui s'est passé. C'est Windows qui a gagné haut la main. On a fermé le système OS2. Quand ils ont développé Watson, ils ont dit, on ne fera pas cette erreur-là. Alors, ils ont développé un écosystème Watson, qui est en fait un Watson, plus le Watson de Jeopardy, parce qu'il y a un paquet de modules qui se sont greffés, tous des modules cognitifs. Mais aujourd'hui, ces modules-là sont disponibles de façon individuelle pour des développeurs. Alors, ça veut dire que les gens qui développent des applications peuvent aller sur un système
qui leur permet d'utiliser, par exemple, du visual recognition, emotion analysis, etc. Et c'est très bien expliqué. Et moi, je vous demande d'aller faire un tour sur le système. Vous allez voir, accès gratuit, 30 jours. Là, je vais fournir ma présentation. Là, vous aurez accès au lien. Mais n'importe qui ici peut aller s'inscrire, avoir 30 jours d'accès pour s'amuser avec ça puis voir qu'est-ce que ça donne. Par la suite, les gens qui veulent continuer à l'utiliser vont avoir un coût à payer, mais c'est quelqu'un qui peut faire ça à partir de chez eux, là, qui est installé dans le cave avec sa carte de crédit. Ça ne coûtera pas une fortune. Alors, c'est très intéressant parce que là, on lance un appel pour développer l'intelligence artificielle à l'ensemble du monde puis à la créativité. En 2014, il y a 10 universités qui utilisaient le système Watson, qui avaient développé des cours sur l'intelligence artificielle en utilisant Watson. En 2015, on en avait plus de 150. Et là, je n'ai aucune idée quelle est la quantité. Si ça vous intéresse, il y a une organisation qui s'appelle XPRIZE et qui lance des challenges. Les gens peuvent gagner des prix. Il y en a un qui a été lancé en collaboration avec IBM et qui porte sur Watson. Alors, c'est qui veut développer une application cognitive dans n'importe quelle industrie. C'est un concours qui est lancé de 2017 à 2020. Les gens qui vont remporter le 5 millions vont pouvoir développer leur application. Le gagnant va pouvoir développer son application. Et en terminant, ma dernière acétate, la question qu'on se fait toujours poser, c'est est-ce que l'intelligence artificielle va contrôler le monde un jour? On ne le sait pas, mais pour le moment, ce n'est pas la direction que ça prend. J'avais un petit vidéo, c'est dommage parce que c'était très intéressant. On voyait des robots qui voyaient Watson, puis eux autres, ils disaient qu'ils voulaient contrôler le monde. Mais typiquement, j'espère que vous avez compris que ce qu'on essaie de faire, et surtout même dans le domaine de la santé, on a la question, est-ce que ça va remplacer les médecins? Ce n'est pas le but. Le but, c'est de dire, on va utiliser la force des systèmes d'intelligence artificielle pour aider les humains à faire des tâches qui sont pénibles et surtout pas utiles, mais à les faire beaucoup plus rapidement pour permettre aux humains d'utiliser leur créativité à bon escient. C'est ce qui termine ma présentation. Merci beaucoup. Oui. Y a-t-il quelques questions dans l'audience? Ça va me laisser le temps d'installer la prochaine présentation. Allez, monsieur, merci. Oui. Oui, en fait, il y a différentes écoles de pensée. IBM y était allé. Le deep learning, comme vous le savez, est beaucoup plus complexe. Mais alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on a lancé deux différentes avenues, dont une qui est deep learning. Alors, et on a de la collaboration avec, vous êtes au courant, je crois, à l'Université de Montréal, il y a Joshua Bengio avec Element AI et tout ça. Oui, et Mila, l'organisation Mila. Alors, on contribue. Nous, on a 5 chercheurs qui travaillent avec ces gens-là. Alors, le deep learning, ça fait partie aussi de ce qu'on fait dans le domaine de l'intelligence artificielle. Oui? Merci. Excellente question. Puis il y a une certaine subtilité à utiliser quand on développe un système qui fait de l'apprentissage. Mais en fait, si je donne l'exemple d'un système clinique, par exemple, on l'applique à un système clinique. Lorsque on va entraîner Watson, les gens qui sont les spécialistes vont décider, par exemple, si on dit j'utilise tel journal de médecine qui est publié à chaque mois et qui va donner les nouveaux traitements, etc., je vais lui donner un poids. Je peux lui donner un poids de 5, puis il y en a un autre que je considère qui est encore meilleur, je vais lui donner un poids de 7.
Alors, quand il va prendre sa décision, il va comptabiliser toute l'information, colliger l'information et qui va suggérer à la fin les différents traitements possibles. Il peut en suggérer 4-5. Bien, il va y avoir un poids associé à ça. Et ce poids-là va être appliqué en fonction de ce que les spécialistes ont décidé qui étaient les meilleures sources d'information. Alors, quand on va développer, je ne sais pas, par exemple, si on voudrait utiliser un système d'intelligence artificielle pour aller chercher l'ensemble des informations qui se retrouvent dans les nouvelles et filtrer celles qui sont bonnes, celles qui ne sont pas bonnes, il faudrait qu'il y ait des gens qui soient au courant de quels sont les sites qui sont fiables, quels sont les gens qui publient qui sont fiables, etc. Et c'est eux qui vont indiquer à Watson quelles sont les bonnes sources d'information. Absolument. Oui, on parle de la bourse et tout ça, oui, absolument. Je n'ai pas d'exemple concret à vous montrer, mais je sais qu'il y a beaucoup de développement qui se fait dans ce domaine-là, parce qu'on le sait, hein, la bourse, comment ça fonctionne, c'est qui a la bonne information par rapport à telle compagnie. Alors, absolument, c'est un des domaines qui est visé, qui est utilisé. Maintenant, ce qui va être intéressant de voir, c'est dans 10 ans d'ici, est-ce que les brokers vont être encore utiles? Tu sais? Parce que dans le fond, puis on se pose la question aussi, en fait, je parlais avec un médecin à un moment donné dans le domaine de la médecine, il se pose la question aussi, parce que quand tu vas voir ton médecin de famille, il va te fournir certaines informations, va relayer l'information à un spécialiste. Après ça, tu peux peut-être aller en chirurgie. Alors, je parlais à un moment donné à un urgentologue, puis il dit, moi, je suis persuadé qu'avec l'intelligence artificielle, dans une dizaine d'années, le rôle des médecins de famille, ça va être des consultants. De la même façon pas qu'un broker, mais qu'un expert en investissement est un conseiller. Alors, vous allez arriver avec une quantité d'informations sur votre santé. Vous allez déjà avoir, je vous ai montré les sensors. Alors, il y a déjà des choses qui existent qui vous permettent de générer assez d'informations très intelligentes. Vous allez montrer ça à votre médecin, vous allez vous demander, vous allez dire, moi, je pense que je devrais faire telle et telle affaire. Vous allez le faire valider avec votre médecin. Mais ce qui horripile les médecins aujourd'hui, parce que vous arrivez avec l'information que vous avez trouvée sur Internet, mais ils n'ont rien connu encore, parce que là, ça va être encore pire avec... Et en terminant, je vous dirais, je vous ai montré le X-Prize tout à l'heure. Il y a un concours qui a été lancé par un maniaque de Star Trek il y a 5 ans, X-Prize, et lui, il était un fou du médecin là, qui avait appelait ça un transcoder. Hein, il passait ça devant la personne, puis il disait, bon, vous avez une insuffisance rénale, je vais vous donner telle pilule. Alors, lui, ce qu'il a fait, il y a 5 ans, il a lancé un concours, puis il a dit, c'était 10 millions de dollars. Je veux que vous développiez un transcoder avec 13 diagnostics non évasifs. Et le gagnant a été nommé il y a quelques mois. La FDA faisait partie du comité. Le système va être développé et dans 1 an, vous allez pouvoir acheter ça pour 350 $ à la pharmacie. Alors, vous allez arriver chez le médecin et dire, bien, mon enfant a une otite, voici les données. Alors, c'est ce qui s'en vient. Je pense qu'il va falloir enseigner à Watson ce qu'est un alternate fact. Les alternate facts, donc, ça va être difficile, ça. Le prochain conférencier, là, j'ai son nom écrit, je vais être capable de le prononcer correctement. Là. Donc, M. Charles-André Hort est président et CEO de Factora. Alors, je suis content je remercie, moi aussi, Charles-André, parce qu'il a accepté à pied levé pour venir faire une conférence. Et je peux vous dire que ça fait au moins une vingtaine d'années qu'on a une collaboration, le département de Matinfo, avec STI à l'époque et maintenant Factora. Alors, Charles-André Hott cumule près de 25 ans d'expérience en gestion et en orientation entrepreneuriale. Il assume toutes les responsabilités exécutives liées à Factora, reconnues par son expertise en implémentation de
en implantation de solutions manufacturières. Charles-André Hort a dirigé l'implantation de systèmes de gestion manufacturière pour une grande variété d'applications, notamment dans les secteurs de l'industrie lourde, des pâtes et papiers, de l'emballage de biens pour la vente au détail et de la fabrication d'aliments et de boissons au Canada, aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Afrique du Sud et en Europe de l'Ouest. M. Hort est passé maître dans l'établissement de relations enrichissantes, efficaces et durables avec les partenaires technologiques et grâce à son leadership et son expérience, il a permis à ses clients de se positionner parmi les meilleurs au monde selon le World Class Manufacturing. Il a fondé STI, je ne m'en rappelais pas tantôt, mais ça vient de me revenir, ça arrive de temps à autre, Solutions et technologies industrielles, si je me rappelle bien. Bon. En 1995, et ensuite a fait l'acquisition d'une entreprise de Vancouver je me sens envahi. Il a fondé, il a fait l'acquisition d'une entreprise de Vancouver en 2014. Une entreprise s'appelle Factora. Depuis cette acquisition, s'appelle Factora depuis cette acquisition et a son siège social situé ici à Trois-Rivières, ce qui est une expérience assez extraordinaire parce que d'habitude, les sièges sociaux s'en vont dans l'autre direction. Okay, donc, c'est Vancouver, Trois-Rivières. Donc, accueillons Charles-André A. Alors, bonjour tout le monde, ça me fait plaisir. J'ai pu voir quelques-uns de vos projets. J'ai trouvé ça bien intéressant. Alors, je vais vous présenter rapidement qui on est, une introduction rapide de l'Internet des objets, mais plutôt son application dans la gestion manufacturière. Je vais donner 2 cas réels. Je me suis dit, parce que je viens voir des étudiants en informatique, on va parler du spaghetti. Puis ensuite, parce que c'est des étudiants, on va parler de la bière. Alors, ça va être mes applications de données massives ou d'intelligence artificielle dont je vais vous discuter avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous? Je trouve ça très intéressant, la présentation de M. Foster, parce qu'il parlait de données non structurées. Mais nous, dans la gestion manufacturière, nous n'avons que des données structurées. Alors, pour nous, le monde des bases de données va être encore là pour extrêmement longtemps. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas très intéressé par ce qui se passe avec les données non structurées. Mais essentiellement, le monde de la gestion manufacturière, c'est un monde de données structurées. Factora, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est à Trois-Rivières, on a 70 employés, puis notre particularité, c'est qu'on n'a aucun client au Canada. Alors, je vais simplement vous parler de cas qu'on a implantés à l'extérieur du pays. Alors, introduction rapide, puis ensuite on va aller au cœur du sujet. Alors, à gauche en haut, vous avez ma Prius. Puis pourquoi je la mets là, c'est qu'il y a quelques années, je vais au garage parce qu'il y avait un rappel sur les freins. Et puis, j'arrive là et puis j'ai pas le temps de me rendre au comptoir. Ils me disent « C'est terminé, M. Hort ». J'ai dit, c'est impossible, les freins, vous démontez, vous enlevez les disques. Non, ils disent, c'était une patch de software. Alors, aujourd'hui, la Tesla qui est en bas à gauche, ils varient la hauteur de la suspension du véhicule en fonction de la vitesse. Ils ont des algorithmes pour optimiser. Et puis, après avoir réfléchi, ils ont optimisé, puis ils ont distribué par Internet tous les modèles Tesla qui étaient raccordés au réseau. Alors, les voitures sont ou vont devenir des objets Internet. De la même façon, cellulaire ou laveuse. Le cellulaire, d'ailleurs, c'est le plus gros objet Internet au monde. Il y a plus de gens qui ont des téléphones que de brosses à dents dans le monde. Alors, pour vous donner un exemple que vous connaissez tous, Google Maps, puis ça va être la même architecture dans la gestion manufacturière.
Mais essentiellement, vous avez un outil de visualisation. Vous envoyez votre localisation. Et puis, dans le nuage, vous avez les cartes géographiques, les outils d'analyse, des algorithmes pour vous donner le chemin le plus rapide pour vous rendre à destination. Et vous allez ensuite visualiser. C'est une architecture très simple, puis c'est quelque chose de très similaire qu'on utilise dans la gestion manufacturière. Alors, en résumé, info nuagique, big data, analyse intelligence artificielle, et on commence à voir en gestion manufacturière la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Alors, dans les consommateurs, beaucoup d'objets, peu de données, ce qui est très différent de la gestion manufacturière, où vous avez une usine et des milliards de données. Alors, vous entendez peut-être parler beaucoup d'Industrie 4.0, sûrement. Enfin, la première révolution industrielle, c'est qu'on a changé la source d'énergie, la machine à vapeur. La deuxième, on a fait la séparation, les lignes d'assemblage, voyons, le mot m'échappe, j'ai le mot anglais. On a séparé le travail en tâches. La troisième, on a commencé à automatiser ces tâches-là. Puis la quatrième, c'est ce qu'on appelle, on essaie de faire la fusion entre les technologies d'opération, c'est-à-dire une machine, quelque chose de physique, et les technologies numériques qui sont virtuelles. Alors, il y a toujours un pourquoi. Pourquoi? Et puis, dans le monde manufacturier, depuis M. Ford, il y a toujours 4 questions. Que ce soit avec M. Ford, avec le modèle T, ou aujourd'hui, il y a 4 questions dans la gestion manufacturière. J'ai des équipements, est-ce qu'ils fonctionnent selon les spécifications? Est-ce que je contrôle mes coûts, mon énergie, etc., mes matières premières? Est-ce que mon produit est de qualité? Puis, est-ce que je livre la marchandise à temps? Je disais que récemment, Bombardier avait été exclu d'un appel d'offres de 3,8 milliards avec le métro de New York parce qu'il livrait en retard. Donc, c'est une question fondamentale en gestion manufacturière de livrer à temps. Alors, dans la gestion manufacturière, essentiellement, c'est une approche basée sur les données. Quand j'étais jeune ingénieur dans une usine de pâte et papier, les opérateurs se promenaient avec des bâtons de baseball et frappaient sur les rouleaux de papier, parce qu'en fonction de la sensation, ils savaient si le taux d'humidité du papier était bon. Ou encore, j'ai vu des vieux opérateurs qui goûtaient la pâte pour savoir si c'était à point. Alors, essentiellement, c'est un peu l'industrie 4.0, c'est de passer de l'art à la science. Parce qu'on peut seulement comprendre ce qu'on mesure, on peut seulement le contrôler ou améliorer ce qu'on mesure. Alors, parlez-vous le langage de l'usine? J'étais au Brésil il y a plusieurs années, puis j'étais dans le fond de la jungle, puis le directeur de l'usine me dit « Parles-tu le langage de l'usine? » Là, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est parce que, d'après moi, notre usine nous parle, mais on ne la comprend pas. Et puis, essentiellement, c'est là le cœur de l'industrie 4.0, c'est qu'on veut fusionner à gauche les technologies d'opération et les technologies d'opération, ce qui est solide, et le numérique. Et l'objectif, c'est que, comme humain, on soit mieux équipé pour prendre les décisions requises. Alors, vous avez sûrement vu le film La Matrice. L'idée de base, c'est qu'essentiellement, les équipements aient un jumeau numérique. Alors, une espèce d'usine virtuelle où on peut traiter les informations d'opération, soit en temps réel, ou avec des outils d'analyse, ou même avec certains outils d'intelligence artificielle.
Ici, c'est une architecture un peu traditionnelle de système d'information dans le monde manufacturier. Je n'irai pas dans le détail, mais on voit l'efficacité, la qualité, les recettes, etc. Essentiellement, dans le monde 4.0 et de l'Internet industriel des objets, on ajoute toute l'architecture de l'Internet des objets sur l'architecture traditionnelle. Ça complète, ça entoure et ça multiplie les moyens pour résoudre divers problèmes. Puis essentiellement, ici, je l'aime bien, cette présentation ici, c'est que ces nouveaux outils-là nous donnent des nouvelles réponses à de vieilles questions et des nouvelles réponses à des nouvelles questions. Alors, c'est l'ajout qui est fait avec les nouveaux outils qui sont disponibles aujourd'hui. Alors, les défis en gestion manufacturière, ici, c'est une caricature, parce qu'on pourrait dire que l'ingénieur, c'est moi à gauche, puis un informaticien à droite, mais c'est deux photos de caricature, je me suis amusé un peu. Mais essentiellement, il y a définitivement, même si on dit qu'on veut intégrer les technologies d'opération et les technologies d'information, il y a des différences culturelles importantes, de vision du monde, etc. Alors, un des plus grands défis en milieu manufacturier, c'est le choc culturel entre la production et les technologies de l'information. Parce qu'essentiellement, comme nous, on a un projet dans cet environnement ici, présentement, dans la région de Détroit, on est loin de la salle informatique traditionnelle. Mais c'est l'environnement de travail avec lequel qui est notre défi. Bon, alors, si on regarde encore une fois les différences entre les technologies d'opération et les technologies de l'information, une usine peut durer un demi-siècle. Probablement que votre cellulaire va être obsolète le mois prochain. La différence de culture, on a parlé, la production, la technologie de l'information, les différences dans l'environnement physique, les biens de consommation courante ou une acérie. La différence dans les flux et quantités de données, je vais donner quelques exemples tantôt. Puis la différence dans le temps réel. Une usine, si vous fabriquez, vous embouteillez 2000 bouteilles de vin à l'heure, si vous faites des erreurs pendant 1 heure, vous avez 2000 bouteilles de vin qui sont mal embouteillées. Alors, la capacité d'interréagir en temps réel est assez fondamentale. Alors, des cas réels, je vais commencer par le spaghetti. Alors, ici, c'est un fabricant alimentaire en Angleterre. Et puis, pourquoi le panneau en haut à gauche? Voici le problème. Il fabrique des sacs de spaghettis de 100 grammes. Si un consommateur se plaint parce qu'il y a 98 grammes dans le sac, l'amende est extrêmement élevée. Donc, on ne doit jamais mettre moins que 100 grammes dans le sac. Parce qu'il y a beaucoup de variabilité dans le procédé, on va en mettre en moyenne 108 grammes. Alors, quel est le bénéfice si on peut mettre 101 grammes? C'est 7 grammes par sac pour des centaines de milliers de sacs. Donc, économie d'énergie, de matières premières exceptionnelle. Comment on résout ça? Ici, dans ce cas ici, on a mis des senseurs sur toute la ligne. C'était transmis dans l'info nuagique. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il fallait faire? C'était de trouver les variables qui impactent le poids. C'est quoi le 20 des variables qui impactent 80 du poids? Puis on est arrivé à 5 variables. Et puis, on a donné des spécifications. Si vous êtes vert, vous avez 95 des chances d'avoir 102 grammes plutôt que 108. Et alors, essentiellement, et puis ensuite, vous avez l'outil de visualisation qui est ici. Alors, vous avez acquisition de données par l'Internet des objets, info nuagique pour le stockage de données, outils d'analyse et de corrélation pour identifier les variables qui sont fondamentales, choix des variables, visualisation à l'opérateur pour reprendre les décisions. Alors, le bénéfice, c'est qu'essentiellement, vous avez probablement augmenté l'efficience de votre ligne de 5 %
avec 5 variables. Comme je mentionnais, c'est tout à fait l'architecture de l'Internet des objets avec un bénéfice d'affaires mesurable pour le fabricant. Ce que j'appelle, moi, le spaghetti Internet, les senseurs, le routeur 3G, l'info nuagique, serveur cloud, base de données, outils d'analyse et visualisation. Exactement la même architecture que pour Google Maps, mais pour le spaghetti. La bière. Je me suis dit qu'avec des étudiants, vous seriez des spécialistes de bière. Pourquoi est-ce que c'est important pour la bière? Est-ce que quelqu'un sait combien ça prend de litres d'eau pour faire 1 litre de bière? Non? Les usines moyennes vont prendre jusqu'à 12 litres pour faire 1 litre de bière. Puis une usine très optimisée, à peu près 6 litres d'eau pour faire 1 litre de bière. Alors, pourquoi d'après vous? Parce qu'il faut laver l'équipement. Alors, essentiellement, par contre, si vous réussissez à optimiser vos choses, on sait qu'il y a des raretés dans l'eau douce. Alors, si vous prenez moitié moins d'eau, est-ce qu'il y a un bénéfice pour l'environnement? Même chose au niveau de l'énergie, etc. Alors, c'est le contexte de ces usines-là. Alors, pour les spécialistes de bière, première question, combien d'ingrédients dans la bière? De l'eau, céréales, houblon, levure. Okay? Dans une usine, il y a à peu près 1000 à 1500 très grandes usines de bière dans le monde. Combien de recettes pour faire ça, on va prendre une ici, Heineken. C'est la plus grande marque de bière au monde. Combien vous pensez qu'il y a de recettes pour faire une sorte de bière? Donnez un chiffre. Combien? 10? C'est un bon chiffre. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui? Une? OK. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je m'excuse de vous décevoir. Il y a plus de 1000 recettes pour faire cette bière-là. Pourquoi? Bien, le procédé va varier en fonction de la température, des conditions climatiques, va varier en fonction des matières premières de différents fournisseurs. Les matières des différents fournisseurs varient dans l'année. Puis des fois, vous ratez votre coup avec une batch de bière, vous en recyclez une certaine partie. Alors, avec toutes ces considérations-là, vous voulez toujours que ça goûte la même chose. C'est 1000 recettes au moins. Une grande usine de bière, vous pensez que vous archivez combien de variables? Je vais vous donner le chiffre, c'est 100 000. Puis dans une année, effectivement, on va archiver entre 5 et 10 milliards de données. Puis on va vouloir que ça soit disponible pendant 5 ans. Alors, ça, c'est l'environnement de données massives d'une seule usine. Et cette usine-là, ce genre de capacité-là, c'est par exemple, si je voulais livrer une journée de production chez vous, vous pourriez boire des caisses de 24 pendant 9000 ans. Et puis, on cherche à répondre à quel genre de questions? Encore une fois, je vais vous poser des questions. Les 3 premiers mois de cette année, on a consommé 2% de plus d'énergie, plus que dans les 3 premiers mois des 4 dernières années. Est-ce qu'il y a un problème d'après vous autres? Honnêtement, je ne sais pas, parce que si je produis 5% de plus de bière que l'année passée, probablement que ça va très bien. Mais essentiellement, avec l'ensemble de ces données-là, il y a des techniques d'agrégation de données qui fait qu'on peut interroger ces bases de données-là très rapidement pour poser des questions sur de multiples années sur cet environnement-là de données massifs.
Machine learning. Alors, au tout début, mon code spaghetti, c'est un code d'analyse, de corrélation de données. Le deuxième, c'est un environnement de plus grandes données. Puis le dernier ici, c'est j'arrive dans l'intelligence artificielle. Et puis, ça va être le dernier. ThingWorx machine learning allows you to know more, do more, and get more from a machine like this. What you're seeing at work here is the automated edge sensor analytics technology behind the platform called ThingWatcher, part of the ThingWorx analytics capabilities. Each sensor reading that has a learning flag above it tells ThingWatcher Analytics to learn normal operating conditions. Remarkably, the automated process does not require you to predetermine any hard and fast rules. It learns in real time about its environment. Determining what's normal and abnormal from the sensors themselves, the software then correlates the information with peak efficiency conditions. The OK indicators you see here tell you the sensors have learned what normal is and are functioning well, with no anomalies detected. To the left, you'll see future predictions, 3 outcomes predicted by the platform's Thing Predictor technology. The automation you're witnessing real time is ThingWorx Analytics evaluating the remaining number of days until each of these failures is likely to occur next. What's truly extraordinary about all of this is that there is no need for anyone to be constantly monitoring the machine. It is instead being self-evaluated all the time at a rate of 30,000 readings per second per sensor. We've turned on the pump rig to demonstrate what happens if something changes or goes wrong. Well, let's make a few things go wrong on this pump to show ThingWorx Analytics working in real time. We're going to simulate a reduction in flow by closing this valve. As you can see, the software immediately responds to the change of flow. What's happening is that ThingWatcher is automatically detecting the flow problem and Juste pour dire à gauche, vous voyez que au début, tout allait bien, puis là, on donne des moments de comme par exemple en bas, 6 jours pour panne. Alors ça l'opérateur pourrait être averti ou quelqu'un avec un téléphone que sa cédule de maintenance devrait être modifiée. Sending real-time notifications or alerts. Critical sensor readings are being flagged. Pump efficiency is dropping, and the impeller is at risk of failing if the problem is not immediately addressed. When maintenance is delivered, the numbers return to normal. So as you can see, the problem can be resolved before it becomes an expensive pump failure or serious downtime occurs. Let's throw another problem at the system and see how it works. I'm going to shift the alignment of the pump by lifting the main housing through the pull of this black bar. You can hear something is wrong. But let's imagine a remote monitoring situation and there's no technician around to hear this. So you need to rely on real-time monitoring. ThingWatcher is reading anomalies to flag negative changes to the pump efficiency gauge, which immediately triggers. The system can also simultaneously send an automated phone call to a technician, alerting them of the problem. Once the problem is resolved, the numbers return to their normal state. You can imagine the level of control and visibility this technology can provide within your central fleet, offering an incredibly responsive view of the usage and condition of pumps all around the world from one location. Ici, vous avez l'autre partie de l'Internet des objets et de l'info nuagique, c'est-à-dire que vous pourriez relier toute une multitude de pièces d'équipement de multiples sites à travers le monde et faire le suivi d'un point centralisé. Alors, ça complète à peu près tout. Je ne sais pas s'il y a le temps pour questions, sinon on peut passer à autre chose. C'est beau. Merci beaucoup.
ça, c'est ma dextérité, ma motricité fine. Donc, notre prochain conférencier, M. Bertrand Gauvreau, qui est président d'Améliore Action, j'aurais dû le pratiquer un peu, là, et fondateur d'Andromédia Technologies. M. Gauvreau est passionné par l'informatique depuis son tout jeune âge. Dans la vingtaine, il débute comme opérateur mécanicien industriel au sein d'une multinationale, puis travaille comme gestionnaire de l'opération et de l'entretien. Après 20 ans de travail industriel, il décide de réaliser son rêve, devenir informaticien. Il termine à 40 ans, premier de classe au baccalauréat en informatique de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Ici, il y a un point. Donc, en 2014, il fonde Andromédia Technologies et réalise des applications mobiles multiplateformes utilisables aussi bien sur iPhone que sur appareils Android. Bertrand demeure à l'affût des opportunités et tendances mondiales en matière de technologie et suit des formations en continu. Il a commencé à s'intéresser à l'Internet des objets en milieu industriel grâce au projet de ses clients et à son expertise professionnelle. Tout au long de son parcours, Bertrand a développé un excellent esprit analytique, son leadership et une habileté à résoudre des problèmes. Il met à profit sa solide expérience d'opération et de gestion en milieu industriel pour concevoir et réaliser des solutions innovantes pour ses clients. Alors, la mission et la passion d'Andromédia Technologies, c'est faciliter l'adoption des solutions numériques alliant Internet des objets industriels, intégration des données et intelligence artificielle afin que les outils numériques et les machines travaillent pour les gestionnaires d'usines intelligentes. Le titre de la présentation de Bertrand Gauvreau, c'est, vous l'aurez deviné, Usine intelligente. Pour changer, il doit un piton changer, c'est celui-là. Oui, on est en contact. Donc, merci beaucoup pour l'introduction, Monsieur Meunier. Tout d'abord, permettez-moi de vous dire que c'est un réel plaisir pour moi d'être ici ce soir, considérant qu'il y a à peine 4 ans, j'étais ici à l'UQTR à étudier l'informatique. Donc, merci beaucoup pour la charmante invitation. Ça a été un plaisir de l'accepter. Donc, permettez-moi, dans un premier moment, de vous parler un petit peu d'Andromédia Technologies, puisqu'on n'est pas encore aussi connu qu'IBM. Donc, je vais vous dire un petit peu qu'est-ce qu'on fait. Tout d'abord, Andromédia Technologies, c'est une équipe pluridisciplinaire. On fait plusieurs choses chez nous. On fait de l'Internet des objets industriels, évidemment, et des machines connectées. On fait aussi de l'intelligence artificielle. On en fait une de nos pointes de lance. Également, on fait de l'analyse des processus d'opération et d'affaires. Donc, c'est une autre de nos spécialités. On a déjà plus de 40 années d'expérience industrielle. Le temps passe vite. On en a vu passer plusieurs et c'est ce qui nous a permis, entre autres, de forger notre expertise. On a déjà plusieurs projets d'Internet des objets industriels à notre actif. Tout d'abord, on a créé une machine forestière connectée et intelligente. Et ça, il y a déjà plus de 3 ans de ça. Le terme Internet des objets industriels n'existait pas encore à ce moment-là. Donc, c'était un projet vraiment intéressant. On a également créé un système de gestion des bornes de recharge pour véhicules électriques pour un de nos clients. Donc, ça a été vraiment là, un autre projet qui nous a permis de lier l'informatique au matériel. Également, tout récemment, on a mis au point un système intelligent de traitement des eaux usées.
Donc, ça a été un projet vraiment intéressant et on s'apprête à le commercialiser un peu partout au Québec et même au-delà des frontières. Dernier petit fait intéressant, Andromeda Technologies est le leader du pôle d'excellence en usine intelligente au DigiHub de Shawinigan. Donc, on en est bien fiers. On est fiers de participer au dynamisme du DigiHub. Donc, rapidement, un petit aperçu de la présentation. Tout d'abord, je vais vous parler très brièvement de l'histoire technologique de l'industrie. Monsieur Hort vous en a déjà parlé, donc je vais passer très rapidement là-dessus. Ensuite, je vais vous parler des différents échelons que peut franchir une usine intelligente. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça se fait par étapes et je vais vous parler de ces étapes-là. Ensuite, je vais vous parler de l'importance des données, aussi bien en Internet des objets qu'en Internet des objets industriels. Ensuite, on va parler des composants réels de l'usine intelligente. On va vraiment voir de quoi c'est fait. Ensuite, on va voir 3 cas d'utilisation qui peuvent se produire dans le cadre de l'opération d'une usine intelligente. Et finalement, bon, je vois qu'il y a beaucoup de gens ici qui s'intéressent aux technologies. Je vais vous parler très concrètement des technologies qu'on utilise. Question peut-être que vous puissiez vous préparer à les apprendre pour participer à cette belle aventure de l'usine intelligente. Donc, vous pouvez voir, c'est une autre variante de la figure de tout à l'heure, des 4 révolutions industrielles. Moi, j'aimerais peut-être ajouter un petit point. On le voit dans le carré en bas, ici. C'est que le rythme des révolutions industrielles augmente constamment. En fait, c'est une pente exponentielle. Le changement s'accélère toujours. C'est pour ça que dans le domaine de l'usine intelligente, c'est pas tant la grosseur des équipes de développement qui importe, c'est vraiment la rapidité à se virer de bord, comme on dit, la rapidité à adopter les nouvelles technologies. Et c'est ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on voit de petites entreprises, des start-up, émerger de la masse pour créer des solutions vraiment intéressantes, alors qu'il y a à peine quelques années, on n'entendait pas parler de ces entreprises-là. La complexité des technologies et des projets augmente constamment. C'est pour ça qu'il est important de toujours conserver ses connaissances à jour. De là, l'importance de jeunes tels que vous ici dans la salle, qui allaient pouvoir contribuer là, vraiment à cette nouvelle révolution qu'on s'apprête à vivre dans le milieu industriel. Bon, comme je vous le disais tout à l'heure, rendre une usine intelligente, ça ne se fait pas tout d'un coup. Il faut franchir des jalons. Okay? Habituellement, avant de pouvoir passer à une étape, on doit avoir réalisé les étapes précédentes. C'est un prérequis habituel. Donc, la première étape que l'on doit franchir pour rendre une usine intelligente, c'est l'étape de la surveillance. Dans le fond, ça consiste simplement à connecter nos machines avec des capteurs. C'est aussi simple que ça. Ensuite, une fois qu'on a branché les capteurs aux machines, ça nous permet de recueillir des données en temps réel, ce qui nous permet de construire un historique des données de fonctionnement de nos machines. Et ça, on va le voir plus tard, c'est vraiment une manne qui vaut vraiment très cher en industrie. Également, au niveau de la surveillance, on va implanter des alertes et des notifications aussi bien aux opérateurs des machines qu'aux gestionnaires pour les avertir que quelque chose va mal avec le procédé. Donc, ça, c'est vraiment le premier échelon qu'il faut gravir pour avoir une usine intelligente. Ensuite, c'est l'étape du contrôle. C'est la suite logique de l'étape de la surveillance. Et là, on va commencer à agir sur les machines. Dans l'étape précédente de la surveillance, je vous parlais d'alerte qui pouvait être émise. Eh bien, à l'étape du contrôle, lorsqu'une alerte va être émise, eh bien, on va envoyer une commande à une machine pour modifier son fonctionnement en conséquence. Également, on va commencer, là, on le voit au premier point, à faire l'analyse des comportements types à partir des données qu'on va avoir recueillies à la première étape de surveillance. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, vous voyez, chaque étape dépend de la précédente. La troisième étape de l'usine intelligente, comme vous le voyez, c'est l'étape de l'optimisation. À cette étape-là, on va commencer à optimiser le diagnostic des machines avec l'entretien prédictif, comme nous en parlait tout à l'heure M. Hort.
On va aussi commencer à optimiser la performance des procédés et des machines dans le cadre de la production. On va commencer à fine-tuner, comme on dit en bon québécois, le fonctionnement de nos machines. Donc, c'est vraiment une étape cruciale dans l'élaboration d'une usine intelligente. Et finalement, la dernière étape, celle qui est vraiment le but ultime de toute usine intelligente, c'est l'étape de l'autonomie. À cette étape-là, les machines sont vraiment capables, d'une part, de s'auto-coordonner entre elles. Les machines coordonnent leurs activités pour éviter des goulots d'étranglement, par exemple. Également, on voit l'apparition de l'apprentissage automatique, le fameux machine learning. C'est à l'étape de l'autonomie qu'on la retrouve. Et finalement, on retrouve l'autodiagnostic de fonctionnement des processus et des systèmes. Un petit peu comme la dernière page de la présentation précédente, c'est l'étape où souvent les gens ont peur de voir arriver Terminator dans leur usine et qu'il va prendre le contrôle, mais c'est vraiment pas comme ça que ça se passe dans la réalité. On va le voir un petit peu plus loin concrètement comment ça se passe. Les données avant tout. En tant qu'informaticien, quand on me parle de créer une solution, je pense tout de suite à créer un super algorithme, un super programme avec des milliers, sinon des centaines de milliers de codes. C'est mon premier réflexe. Mais quand on parle d'usine intelligente, quand on parle d'Internet des objets, on doit changer un peu notre manière de penser pour mettre la donnée à l'avant-plan. On parle beaucoup de machine learning ces temps-ci. Le machine learning, ce sont des algorithmes qui sont créés d'avance, qui mettent en valeur la donnée. Et ça, c'est ce que je trouve intéressant ici à l'UQTR, entre autres. C'est un bac comme le bac Math Info, qui jumelle un peu les deux, la donnée ainsi que l'algorithmique. Et ça, moi, je pense que dans l'avenir, ça va devenir essentiel pour pouvoir continuer à avancer en haute technologie. Donc, excusez-moi, je me répands. La donnée avant tout, ça vient d'un constat que nous, on fait à chaque jour pratiquement en usine, c'est que les données sont en silo et ne communiquent pas entre elles. On va avoir d'une part, comme vous pouvez le voir, les données d'opération. On va avoir les données recueillies par les machines, comme on l'a vu tout à l'heure avec les capteurs. On va avoir des données concernant la qualité ainsi que des données d'entretien. Et fait à noter, et ça, c'est extraordinairement dommage, c'est que présentement, 85% de toutes les données qui sont créées, qui sont générées dans le monde, sont inutilisées. Et ça, c'est une source provenant d'IBM. Donc, de là, toute l'importance de prioriser l'optimisation, de donner de la valeur ajoutée à nos données. Les composantes d'une usine intelligente. Bon, au-delà des principes, c'est fait avec quoi cette fameuse usine intelligente? Eh bien, il faut faire une distinction ici dans une usine intelligente par rapport à l'Internet des objets traditionnels. Dans l'Internet des objets traditionnels, on a d'une part les objets qui communiquent directement à des programmes que l'on crée sur Internet, dans le cloud. Dans la majorité des cas, c'est très satisfaisant, mais en usine, ce n'est pas suffisant. Je vous donne un exemple. Imaginez qu'à l'étape du contrôle, comme on l'a vu tout à l'heure dans la page précédente, on doit envoyer une commande à une machine parce qu'on doit l'arrêter de toute urgence. Imaginez qu'au même moment, vous perdez votre connexion Internet. La machine vaut 10, 15, 20 millions parce que vous allez avoir perdu votre connexion Internet, votre machine va être brisée. On ne peut pas se permettre ça en milieu industriel. Et c'est pour ça qu'on a créé le concept de Edge Computing, qui est très utilisé en industrie. Le Edge Computing, finalement, c'est un Internet des objets qui est local à l'usine et qui est indépendant de la connexion Internet externe. Donc, en usine, c'est primordial comme concept. Et dans ce Edge Computing-là, donc cet Internet des objets local, on retrouve évidemment les machines, auxquelles on branche des capteurs, comme vous pouvez le voir un petit peu plus bas. Nous, chez Andromedia Technologies, à partir des données qui sont recueillies de ces capteurs-là, on alimente une passerelle web intelligente qu'on a créée. Et cette passerelle-là sert à trois principales choses. Tout d'abord, créer des tableaux de bord d'opération temps réel, donc des tableaux de bord que les opérateurs et opératrices vont utiliser pour contrôler le fonctionnement des machines.
Ensuite, comme vous pouvez le voir avec le petit point d'exclamation, la passerelle intelligente peut créer des alertes temps réel, donc des alertes, comme je vous le disais tout à l'heure, qui vont être émises si on a une connexion Internet ou pas. Troisième fonction de la passerelle, évidemment, c'est d'acheminer par la suite les données vers Internet, là où on a notre application de traitement des données cloud. Et c'est à ce niveau-là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Dans le Edge, c'est cool, mais quand on arrive dans le cloud, là, c'est vraiment super cool. On peut faire des choses comme créer des alarmes de très haut niveau. Tout à l'heure, je vous parlais d'alarmes temps réel, quand le fonctionnement de la machine était compromise. Ici, quand on parle d'alerte dans le cloud, on va parler, par exemple, d'une alerte à un gestionnaire pour le prévenir que la productivité de sa machine a dégringolé pour une raison ou pour une autre. Donc, à ce niveau-là, c'est le genre d'alarme qu'on va créer. Ensuite, c'est là qu'on va gérer l'entretien prédictif dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est là qu'on va créer des algorithmes qui vont permettre aux machines de nous prévenir elles-mêmes lorsqu'elles sont sur le point de briser, par exemple. C'est dans l'application cloud qu'on va créer des tableaux de bord de gestion, comme vous pouvez le voir dans le bas de la page. Ces tableaux de bord-là, contrairement aux tableaux de bord d'opération qu'on a vus précédemment, présentent les données sous forme de tendance long terme. Ils s'adressent principalement aux gestionnaires pour voir comment se comporte la production de leur usine sur un mois, sur une année, sur une décennie, voire. Et fait intéressant, disons que c'est plus ou moins lié aux technologies dont on discute aujourd'hui. Mais un des constats qu'on a fait en usine, c'est que certains de nos clients nous demandent souvent d'avoir les technologies les plus récentes, les plus cool. Mais la première chose qu'on constate en rentrant dans leur bureau, c'est les piles de papier. Partout dans l'usine, sur tous les bureaux. Comment voulez-vous devenir une usine intelligente du 21e siècle quand vous gérez votre usine avec des piles de papier? Donc, comme vous pouvez le voir à l'extrême droite, l'usine intelligente utilise les formulaires mobiles. Nous, on en offre aux clients qui sont en mesure d'envoyer leurs données dans les mêmes tableaux de bord qu'on utilise pour accumuler les données des machines. Donc, ce qu'on peut faire, c'est non seulement connaître les tendances de productivité de notre usine, mais on peut mettre ça en relation avec les données que recueillent les gens. Donc, ça devient extrêmement puissant. Dernier point intéressant, un de nos clients, un jour, nous a posé la question suivante. Vous prenez soin de mes machines de manière extrême. Vous êtes capable de me dire en temps réel qu'est-ce qui se passe. Vous êtes capable de me dire dans combien de temps ma machine va briser. Mais vos machines à vous, est-ce que vous les monitorez? Oh boy, ça, c'est la question qui tue. Là-dessus, on s'est viré, on est retourné en laboratoire et on a mis au point une plateforme qui nous permet nous-mêmes de monitorer les équipements qu'on utilise pour monitorer les équipements de nos clients. Donc ça soulève un point important. En industrie, on doit avoir la fiabilité à 100%. Petite anecdote, on vient tout juste de mettre au point un équipement qui monitore, notre système de monitoring, qui monitore les équipements du client. Donc, vous voyez qu'on vise la fiabilité absolue. Pour continuer, je vais vous montrer 3 cas d'utilisation très concrets de l'usine intelligente. Le premier cas d'utilisation, c'est lorsque les opérations se déroulent normalement. D'accord? Donc, à ce moment-là, les machines auxquelles on a relié des capteurs, comme je vous l'ai spécifié tout à l'heure, génèrent des données qui sont acheminées vers ce qu'on appelle, nous, des nœuds de capteurs. En fait, ce sont des petits équipements, environ gros comme cette télécommande-là, qui sont munis de vis sur lesquels on vient visser les fils des capteurs simplement. Et ça, c'est important, parce qu'on parle souvent de sans fil, on parle de 3G, de 4G, de LTE, nommez-les. Mais il reste que dans un contexte industriel, on ne peut pas se permettre d'être dépendant d'une connexion sans fil. Voilà pourquoi les capteurs sont branchés avec des bons vieux fils. Et personnellement, je crois que ce n'est pas sur le point de changer. Donc, petit aparté terminé. Donc, on achemine les données au nœud de capteur qui, lui, achemine les données sans fil à la passerelle locale intelligente dont je vous parlais tout à l'heure. On crée à ce niveau-là des tableaux de bord d'opération, des alertes, comme je vous le disais tout à l'heure. Et par la suite, on achemine les données vers Internet en passant par le lien Internet de l'entreprise. On achemine les données dans l'application en ligne où on les historise à très long terme. On peut les accumuler pour
10, 15, 20 ans, peu importe. Hein? On sait que le stockage dans le cloud, ce n'est pas ce qui manque, donc on peut stocker très long terme. C'est également avec cette application dans le cloud qu'on crée les tableaux de bord de gestion dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est un cas d'utilisation typique. C'est quand tout va bien. Normalement, ça se passe comme ça. Maintenant, au malheur, il survient une situation critique. Votre super machine qui vaut des millions de dollars, il y a un capteur de température qui vient de capter une valeur critique qui fait en sorte que si on n'agit pas maintenant, pas dans 10 minutes, maintenant, la machine va briser. On ne peut pas se permettre, ne serait-ce que se fier sur la passerelle intelligente, même si elle est locale à l'usine, même si elle ne dépend pas d'Internet, parce qu'elle dépend quand même d'une connexion Wi-Fi, sans fil. C'est pour ça que pour gérer une situation vraiment critique comme ça, les nœuds de capteurs qu'on utilise sont capables d'envoyer eux-mêmes un ordre à la machine pour qu'elle cesse de fonctionner, pour éviter que survienne un bris majeur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les arrêts d'urgence en usine. Donc c'est un concept qu'on ne retrouve pas dans l'Internet des objets traditionnels, mais qui en usine est essentiel. Le troisième cas d'utilisation, et ça, c'est mon préféré, c'est vraiment une grande évolution dans l'opération en usine, c'est la communication intermachine. Bon, écoutez, vous allez voir, c'est extraordinaire. J'en bave juste à l'idée de vous en parler. Donc, imaginez que dans une usine, vous avez deux pompes. Une pompe numéro 1, une pompe numéro 2, qui sont toutes deux actionnées par des moteurs électriques et qui sont toutes deux munies de capteurs de température. OK? La pompe numéro 1 fonctionne, fait son travail, elle fait circuler un liquide quelconque. Mais à la fin de la journée, le capteur de la température de la pompe vous annonce que la pompe a atteint un niveau de température critique. Il faut l'arrêter, la pompe, sinon elle va carrément exploser. Donc, à ce moment-là, le capteur de température va acheminer un signal au nœud de capteur de la pompe numéro 1, qui, lui, va acheminer le signal de manière sans fil à la passerelle intelligente, qui va émettre une alerte à destination de l'opérateur ou de l'opératrice. Ensuite, elle va envoyer un signal au nœud de capteur de la pompe numéro 2 qui, elle, va commander le démarrage de la pompe numéro 2, ce qui va permettre d'arrêter la pompe numéro 1 qui est en bris, tout en continuant les opérations et ça de manière ininterrompue. Donc, un équipement qui, en théorie, aurait dû arrêter la production de votre usine. Grâce à la communication intermachine, la production a continué sans même arrêter une seule seconde. Donc ça, c'est vraiment un cas d'utilisation vraiment intéressant. Bon, ça, c'est ma partie préférée. Là, je vous ai parlé précédemment du fonctionnement d'une usine intelligente, de ses composants, mais là, je sais qu'ici, il y a plusieurs jeunes curieux de savoir c'est quoi qu'il faut apprendre pour faire de l'intelligence artificielle, pour faire une usine intelligente. Parce qu'il y a un paquet de technologies vraiment cool qu'on utilise pour faire ça. Bien évidemment, il y a toutes les technologies liées à l'Internet des objets. Hein? Quand on parle d'usine intelligente, on ne s'en sort pas, on parle d'Internet des objets. Donc, vous serez certainement tous surpris, comme je le fus moi-même, d'apprendre que dans l'Internet des objets, on retrouve des objets connectés et des applications Internet. Aux surprises. Donc, au niveau des technologies qu'on utilise de part et d'autre, au niveau des objets, qu'on parle d'une lampe connectée, d'un microcontrôleur, d'une voiture connectée ou encore d'une montre Fitbit, on utilise des langages de programmation pour développer pour ces objets-là. Croyez-le ou non, en 2017, les deux langages qui sont les plus utilisés encore aujourd'hui sont les langages C et C++. Ça peut paraître contradictoire à prime abord, mais pensez que quand on programme un objet, on programme très proche du matériel. Donc, il est normal qu'on utilise des langages adaptés à ça. On utilise également les langages Python. On va y revenir, le langage Python, s'il y a un langage qui est approprié à l'Internet des objets, c'est celui-là, et je vais vous expliquer pourquoi un petit peu plus loin. On utilise également le langage Node.js, que certains d'entre vous connaissent, qui est un dérivé de JavaScript côté serveur. Donc, c'est un langage qui est de plus en plus utilisé. Bon, donc, on a recueilli des données avec ces beaux programmes qu'on a créés. Il faut maintenant les acheminer vers le cloud
pour que ça mérite le titre d'Internet des objets. On a commencé au départ de l'Internet des objets à utiliser des protocoles qu'on connaissait très bien. Le fameux protocole HTTP qui fait la pluie et le beau temps sur Internet depuis plusieurs décennies maintenant. On a commencé par utiliser ça pour faire de l'Internet des objets. Mais on s'est vite rendu compte que c'est un protocole qui était beaucoup trop lourd, beaucoup trop exigeant pour traiter la somme phénoménale de données qui doit circuler dans un système d'Internet des objets. Donc, on a créé d'autres protocoles, comme le protocole MQTT, qui est entre autres utilisé par Watson IoT d'IBM, qui est un protocole très léger, très rapide et très économe en énergie. Bon, vous allez peut-être vous poser la question, pourquoi il faut que ce soit économe en énergie? Les machines connectées ne sont pas toujours dans une usine à côté d'une prise électrique. Des fois, on va en avoir dans la forêt, à des centaines de kilomètres de la plus proche source d'alimentation électrique. Donc, chaque watt de courant utilisé a de l'importance et c'est là que MQTT brille. On retrouve également le protocole AMQP qui est beaucoup utilisé par Microsoft Azure, donc c'en est un autre. Donc, une fois que les données ont été acheminées grâce à ces protocoles-là sur Internet, donc dans la portion cloud de notre système, on retrouve là aussi plusieurs technologies, dont des fournisseurs de services Internet. Et là, il y a une distinction à faire. Il y a vraiment deux types de fournisseurs de services. Il y a les fournisseurs généralistes comme IBM Watson IoT, Microsoft Azure IoT ou encore Amazon Web Services IoT. Ce sont des plateformes as a service qui permettent de créer des logiciels sur des plateformes de développement déjà mises en place. Nous, c'est avec ce type de plateforme-là qu'on travaille. Mais il existe également des plateformes d'Internet des objets qui sont plus spécialisées dans certains domaines. Bon, on en retrouve plusieurs. Il y en a une liste beaucoup trop longue pour les énumérer. Mais nous, c'est ces trois principalement-là qu'on utilise. Dans la portion cloud de l'Internet des objets, et ça, c'est vraiment une révolution, on retrouve la notion de microservices. Ceux qui ont fait de la programmation réseau parmi vous, si je vous parle de modèle 3 couches, vous allez savoir de quoi je parle. Le fameux modèle interface, code métier et accès aux bases de données. C'est une architecture qui a fonctionné pendant très longtemps, entre autres dans les applications réseau d'entreprise. Sauf que dans le cadre de l'Internet des objets, on s'est rendu compte que ça nous faisait créer des applications beaucoup trop massives, beaucoup trop monoblocs, ce qui rendait, entre autres, la maintenance très, très, très difficile, pour ne pas dire impossible. C'est là qu'on a inventé la notion de microservice. Dans le fond, un microservice, c'est simplement un petit bloc d'application qu'on utilise dans notre application en ligne, qu'on configure et qu'on connecte avec d'autres microservices. Et c'est la manière dont on les assemble qui fait que notre application en ligne va faire telle ou telle tâche. Et la beauté de ces microservices-là, c'est qu'ils permettent une maintenance vraiment très facile des systèmes. Pour vous donner un exemple de microservice, il y en a qui sont spécialisés dans la gestion des données. Il y en a d'autres qui vont être spécialisés dans l'exécution de code. Il y en a une panoplie comme ça, mais chacun a un rôle bien déterminé. Donc, c'est une nouvelle technologie qui est essentielle de comprendre si on veut développer pour l'Internet des objets. Et finalement, dernière technologie, bien plusieurs d'entre vous les connaissent, ce sont les bases de données NoSQL. On connaît les bases de données SQL qui sont structurées. On s'est rendu compte que quand on a à ingérer des milliards, des fois même des centaines de milliards de données en très peu de temps, les entreposer dans des bases de données SQL s'avère trop lent. Donc, c'est pour ça qu'on utilise les bases de données NoSQL qui permettent une gestion beaucoup plus rapide des données et qui sont plus à même d'être efficaces en Internet des objets. Autre technologie vraiment beaucoup utilisée, c'est le Big Data. Hein? Si on parle d'Internet des objets, on ne peut pas passer à côté du Big Data. Dans les technologies qu'on retrouve à ce niveau-là, eh bien, il y a les fameuses bases de données NoSQL, dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont des bases de données basées sur un modèle clé-valeur.
Comme type de base de données, à ce niveau-là, on retrouve les bases de données MongoDB, qui est probablement la plus connue, les bases de données Redis et les bases de données Cassandra. Si vous programmez sur IBM Watson IoT, sur Amazon Web Services IoT ou encore sur Azure, vous allez retrouver un paquet de noms différents pour parler de bases de données NoSQL. C'est que ces bases de données-là sont open source, donc on peut les réutiliser. Et ce que font beaucoup de fournisseurs de services, c'est qu'ils les intègrent dans leur plateforme et leur donnent des noms différents et qui sont propriétaires à leur entreprise parce qu'ils ont modifié un peu les bases de données pour les adapter à leur usage. On retrouve la technologie Apache Hadoop. Donc, Hadoop qui est dans le fond, une infrastructure de traitement parallèle, parce qu'un des problèmes auxquels on s'est rivé dans l'Internet des objets, c'est que contrairement au traitement traditionnel des valeurs où on pouvait traiter toutes les données dans un même serveur, on s'est retrouvé avec les milliards de données générées par l'Internet des objets qui était impossible de toutes les traiter dans un seul serveur. Donc, Hadoop nous permet de gérer les données sur plusieurs ordinateurs, plusieurs serveurs en parallèle, ce qui augmente beaucoup la vitesse. Donc, dans l'infrastructure Hadoop, on retrouve une base de données NoSQL, évidemment, qu'on appelle HBase. On retrouve MapReduce, qui est l'algorithme qui permet de gérer ces données distribuées. On retrouve également le système de gestion de fichiers distribués, HDFS, qui a été créé par Hadoop. Donc, dernière petite technologie, Memtables. On génère tellement de données aujourd'hui qu'on en est rendu au point où même nos disques durs et même les disques SSD sont trop lents pour gérer la quantité astronomique qu'on a à traiter. Donc, on a mis au point des technologies qu'on appelle Memtables, qui sont simplement la gestion des données en mémoire vive. Donc, on n'utilise même plus les disques pour les entreposer et les traiter ensuite. On doit les traiter en mémoire vive pour avoir assez de vitesse. Donc, c'est une autre technologie propre au Big Data. La dernière et non la moindre des technologies, c'est ma préférée personnellement, l'intelligence artificielle. On en a parlé un petit peu dans les présentations précédentes. Maintenant, comment on l'applique à l'usine intelligente, cette fameuse intelligence artificielle? Eh bien, on l'utilise pour prédire principalement, pour prédire toutes sortes de choses. Tout à l'heure, M. Hort vous a présenté la prédiction des bris machines en entretien prédictif, mais on peut prédire beaucoup d'autres choses également. On peut prédire la consommation d'énergie. C'est une préoccupation majeure en industrie. De plus en plus, on parle de facturer l'eau potable aux industriels au Québec et ailleurs. Quand on connaît le coût de traitement de l'eau potable, ça devient vraiment intéressant. Et pour un industriel, de pouvoir prédire sa consommation d'eau potable à moyen et long terme, ça devient essentiel dans un cadre comme celui-là. On peut également faire des prédictions au niveau de la logistique, prévoir les inventaires dont on va avoir besoin selon l'historique de nos achats passés, par exemple. On peut prévoir les achats qu'on aura à faire selon notre historique toujours. Également, on peut prédire comment on va devoir ordonnancer notre production pour que notre chaîne de production soit la plus efficace possible. Donc, on parle d'optimisation. Évidemment, bon, on en a déjà parlé, ce qu'on utilise, c'est le machine learning, également appelé apprentissage automatique. Et surprise, je vous en ai parlé tout à l'heure, le langage Python. C'est le langage à connaître pour faire de l'apprentissage automatique. Il en existe un autre qu'on appelle le langage R, qui est également un peu utilisé, mais beaucoup moins parce qu'il ne fait pas autre chose que de l'analyse statistique. Alors que le Python, vous pouvez faire des applications mobiles, applications web, de l'intelligence artificielle. Donc, c'est un langage très poussé au niveau de l'intelligence artificielle, mais qui permet de faire un paquet d'autres choses. Donc, rapidement, pour terminer, comment ça fonctionne le machine learning? C'est très simple. On prend, très simple et très compliqué à la fois, on prend la somme astronomique de données qu'on a recueillies avec les capteurs qu'on installe sur les machines. À partir de ces données-là, on crée des modèles
prédictif, entre autres en utilisant le langage Python. Et une fois qu'on a créé un modèle qui est optimisé, on le teste et on le reteste pour l'ajuster pour qu'il devienne le plus efficace possible. Et quand on obtient un algorithme, donc un modèle le plus exact possible, on s'en sert pour faire passer au travers les données en temps réel que l'on recueille par la suite de nos machines. Et le modèle est capable en temps réel de faire des prédictions sur ce qui s'en vient dans la production de la machine. Comme on parlait tout à l'heure d'entretien prédictif, on utiliserait un modèle comme celui-là pour prévoir dans combien de temps une machine précise va briser. Donc, c'est tout pour ma présentation. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Dernier petit point peut-être. Andromeda Technologies est une start-up, OK? Mais on grandit rapidement. Hein? Disons qu'on sent beaucoup d'engouement de la part de nos clients. Donc, on est toujours ouvert à discuter avec des gens qui s'intéressent à ça. On est ouvert aussi bien à travailler avec des jeunes qui font des stages. On est ouvert au travail temps partiel pour ceux qui sont encore aux études et qui aimeraient quand même commencer à travailler dans ce domaine-là. Donc, si c'est un domaine qui vous intéresse, eh bien, venez nous voir suite à la présentation. On pourra vous donner nos coordonnées. On pourra vous envoyer une copie de la présentation, évidemment, ainsi qu'un e-book qu'on a créé concernant l'intelligence artificielle. Pardon, je commence à être fatigué. Donc, c'est le temps que la présentation finisse. Concernant l'usine intelligente, pardon. Merci beaucoup pour votre attention.